Le Burkina Faso, régulièrement endeuillé par des attaques djihadistes, une dizaine de civils ont été tués dans plusieurs villages cette semaine. Précision à suivre. La sentence s'apparente à une mise en garde. Au Soudan, 6 membres d'une force paramilitaire ont été condamnés à la peine capitale. Ils étaient jugés pour la mort de 6 manifestants en 2019. Et puis en Afrique du Sud, Jacob Zuma pourra assister la semaine prochaine à la reprise de son procès pour corruption. L'ancien président est actuellement détenu dans une autre affaire, outrage à la justice. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Burkina Faso, une dizaine de civils ont été tués au cours de cette semaine dans plusieurs attaques de villages par des djihadistes présumés dans le nord du pays. C'est ce qu'indiquent des sources sécuritaires et locales. Dans la soirée de mercredi, des individus armés non identifiés ont perpétré une série d'attaques dans le nord, faisant une dizaine de morts parmi les populations locales, a indiqué une source sécuritaire. Un responsable régional des volontaires de la défense de la patrie, VTP, supplétif civil, a confirmé ces attaques commises dans la région du Sahel. Plusieurs corps ont été retrouvés dans des hameaux et villages de la commune de Marcoyer après le passage d'individus armés, a expliqué ce responsable des VDP engagé dans la lutte anti-djihadiste aux côtés des forces de défense et de sécurité burkinabais. Il a affirmé que ces attaques avaient également ciblé les VDP, dont l'un a été tué. Créés en décembre 2019, les VDP interviennent aux côtés de l'armée pour des missions de surveillance, d'information et de protection après une formation militaire de 14 jours. Ils font également office de pisteurs et sont souvent engagés dans des combats au prix de lourdes pertes, avec plus de 200 morts dans leur rang depuis 2020, selon un décompte de l'AFP. Les attaques ont touché les villages de Bannogo et Bassian, les hameaux de Tokabangou et Gadba, ainsi que la commune de Pensa, non loin de la frontière avec le Niger. Des concessions ont été incendiées par les assaillants, à part ailleurs, affirmé un habitant à l'AFP. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières, en particulier dans la région du Nord et de l'Est proche du Mali et du Niger, également confrontées aux actions meurtrières des djihadistes armés. Ces attaques, souvent couplées à des embuscades et attribuées aux groupes djihadistes affiliés au groupe État islamique et à Al-Qaïda, ont fait plus de 1500 morts et contraint plus de 1,3 million de personnes à fuir leur foyer. En Côte d'Ivoire, depuis le retour au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo, ce dernier tente de reprendre définitivement la main sur le Front populaire ivoirien. La branche légale est dirigée par Pascal Afine-Guessan et celle des Gueurs est donc restée fidèle à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, justement, qui organise lundi prochain une rencontre avec les instances dirigeantes du parti, ce qui n'est pas du tout du goût de l'aile dirigée par Afine-Guessan. Laurent Gbagbo, qui tente de reprendre le contrôle du Front populaire ivoirien depuis son retour, n'est pas habilité à convoquer les cadres du parti, s'insurgent les responsables du FPI d'illégal. Dans un communiqué signé d'Isiaka Sangaré, secrétaire général et porte-parole du parti, le FPI AFI se dit indigné que Laurent Gbagbo se considère encore comme leur président en exercice. Sangaré dénonce un passage en force qu'il qualifie de culte de la personnalité et l'autocratie, chemin vers la dictature. Pascal Afine-Guessan, président de la branche légale du parti, a demandé, dit-il, de nombreuses audiences auprès de l'ancien président ivoirien sans un retour favorable. Prendre une telle décision, c'est du mépris, de la provocation. On aurait pu échanger sur les questions profondes liées à la vie du parti, parler de son avenir et se donner les meilleures chances, a-t-il ajouté. Le FPI-AFI annonce également la tenue de sa propre réunion de cadres les 11, 12 et 14 août, réunion à laquelle les proches de Laurent Gbagbo ne seront pas conviés. De son côté, un haut cadre du FPI d'Igor assure que la réunion du 9 août aura bien lieu, ajoutant que le parti ne souhaite plus commenter les propos des proches de Pascal Afine-Guessan. 6 membres d'une force paramilitaire soudanaise ont été condamnés à la peine capitale ce jeudi par un tribunal situé au centre du pays. Ils étaient jugés pour la mort de 6 manifestants en 2019, dont 4 écoliers.
Le procès diffusé à la télévision soudanaise concerne des faits qui se sont déroulés lors d'une manifestation de masse en juillet 2019 contre les pénuries d'essence et de pain à Al-Obeid, dans la région du Kordofan Nord. La mort des manifestants avait soulevé une vague de colère au Soudan et en août 2019, les autorités avaient arrêté 9 paramilitaires des puissantes forces de soutien rapide RSF en lien avec ces violences. Jeudi, le juge Mohamed Rahma a condamné 6 des accusés à mort et acquitté 2 autres. Le 9e, âgé de moins de 18 ans, a été renvoyé devant un tribunal pour enfants. Pendant le procès, le juge a dit que les actions des paramilitaires avaient été inutiles et sans commune mesure avec les provocations verbales présumées des manifestants. Les familles des victimes ont demandé jeudi pendant le procès un châtiment pour les auteurs des faits. Le Soudan est dirigé par des autorités de transition civilo-militaire depuis août 2019 et s'est engagé à rendre justice aux victimes de violences. Les RSF ont été mises en place en 2013 sous l'ancien président Omar el-Béchir, destitué en avril 2019 sous la pression de la rue. Le groupe issu de milices arabes a été formé pour combattre les rebelles au Darfour, à l'ouest, durant un conflit qui a duré plusieurs années et a fait environ 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés depuis 2003, selon l'ONU. Il est dirigé par le général Mohamed Hamdan Daglo, qui est également membre du Conseil souverain de transition, la plus haute instance exécutive du pays. Les dirigeants des mouvements pro-démocratie qui ont mené le soulèvement populaire en 2018-2019 ont longtemps accusé les RSF de violence contre les manifestants, dont celle contre un sit-in devant le siège de l'armée à Khartoum en 2019. Des hommes habillés en treillis militaires avaient alors donné l'assaut sur un campement de manifestants pro-démocratie à Khartoum et au moins 128 personnes avaient été tuées. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma pourra assister à la reprise de son procès pour corruption la semaine prochaine, et ceci bien qu'il soit pour l'instant incarcéré dans une autre affaire, celle dite d'outrage à la justice. Jacob Zuma sera présent à son procès la semaine prochaine. Ainsi en a décidé le juge Pete Cohen ce mercredi. Le procès dans cette affaire de pot de vin vieille de plus de 20 ans, qui implique aussi le groupe français Thales, reprendra mardi prochain en audience publique au tribunal de Pietermaritzburg, la capitale de la province du KwaZulu-Natal. Le mois dernier, l'ancien président sud-africain âgé de 79 ans avait comparu depuis sa prison d'Escort à une centaine de kilomètres lors d'une courte audience virtuelle afin d'éviter de nouvelles violences. C'est en effet l'annonce de son incarcération pour avoir refusé systématiquement de comparaître devant une commission qui enquête sur la corruption sous sa présidence, qui avait déclenché les premières violences ayant dégénéré en émeutes et pillages à grande échelle dans le pays à la mi-juillet. Les avocats de Jacob Zuma avaient plaidé que la virtualité des audiences privait leurs clients de ses droits constitutionnels, notamment celui de pouvoir consulter son équipe de défense. Ils avaient ainsi demandé un report pour que l'audience puisse se dérouler en présentiel. Après de multiples reports et rebondissements, s'étalant désormais sur des décennies, Jacob Zuma doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et raquettes liées à l'achat en 1999 de matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes, alors qu'il était vice-président. Il est accusé d'avoir empoché plus de 4 millions de rands, soit 235 000 euros au taux actuel, notamment de Thales, qui était une des entreprises attributaires du juteux contrat d'une valeur globale d'environ 2,8 milliards d'euros. Le géant français de la défense est également poursuivi pour corruption et blanchiment. Jacob Zuma comme Thales ont toujours nié ces accusations. En République démocratique du Congo, le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde a totalisé 100 jours. C'était mercredi dernier. C'est le premier gouvernement de l'Union sacrée, la nouvelle majorité, souhaitée par le président Félix Tshisekedi dans ce conflit qui l'oppose à son prédécesseur, Joseph Kabila. Le gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde en RDC a fêté ce mercredi ses 100 jours. Une messe d'action de grâce a été organisée à Kinshasa en présence du président de la République. Le Premier ministre a dressé le bilan de son action au cours d'une émission. Jean-Michel Sama Lukonde s'est montré optimiste. Les bases ont été lancées, le cap tracé, peut-il croire. Les 100 premiers jours nous ont permis d'avoir un tableau de bord, a-t-il dit. Sur le plan économique, il a mis à l'actif de son gouvernement la stabilisation du PIB et du taux de change.
Il a également cité la croissance économique qui, d'après les chiffres présentés, serait passée de 1,7% en 2020 à 4,9% en 2021. Pour le Premier ministre, la question du recensement de la population est une priorité du gouvernement. Au sein même de l'exécutif, fini les dissensions, parfois même publiques, entre les ministres. Le gouvernement Samalou Condé affiche sa cohésion malgré le renversement au sein de son équipe d'anciens du FCC de Joseph Kabila et d'ex-membres de l'opposition, tous autrefois ennemis. Sur le plan politique, le Premier ministre a botté en touche la question sur la proposition de loi limitant l'accès à la présidence de la République aux candidats nés de pères et de mères congolais. On a plus intérêt à se concentrer sur les questions qui nous unissent que sur celles qui nous divisent, a-t-il précisé. Aussi, Jean-Michel Samalou Condé ne s'oppose-t-il pas fermement aux concertations politiques demandées par les opposants, mais il a renvoyé la balle au chef de l'État. À Madagascar, l'instruction judiciaire continue dans l'affaire de tentative de coup d'État démantelée à une journée de son exécution après l'audition devant le parquet des 2 Français arrêtés. C'était donc mardi dernier. Ils ont été transférés dans une prison. Les 2 Français, Paul Rafanourarana et Philippe François, interpellés dans l'affaire de tentative de coup d'État à Madagascar, ont été transférés mercredi après-midi à la prison de Siafari. En plus d'eux, Aïna Razafindra Koto, l'associé des 2 Français dans le fonds d'investissement Sarah First, et Victor Ramayatra, ancien Premier ministre sous Didier Rattirac, consultant de l'entreprise Madagascar Oil, iront attendre le procès à la prison de Siafari, la prison de haute sécurité du pays, située dans la capitale pour les 2 premiers, et celle d'Imerencia Tosika pour Victor Ramayatra. Selon une source proche du dossier, les épouses des 2 Français sont placées en résidence surveillée. Victor Ramayatra est passé devant le premier substitut du procureur. Il a été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État, complot pour élimination physique du chef de l'État et association de malfaiteurs. Selon une autre source qui préfère rester anonyme, 5 généraux ont été placés, eux, sous surveillance judiciaire. En tout, 21 personnes ont été déférées au parquet d'Antananarivo, confirme la procureure. Aucune autre information n'a filtré sur les autres inculpations. L'enquête de fond, elle, commence seulement, précise la procureure, auprès de la cour d'appel d'Antananarivo. De ce fait, la date du procès n'est pas connue pour le moment. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. Au revoir. Restez informés à chaque instant sur SICA.